Bonjour, bienvenue dans le cadre de ce troisième volet de formation à l'écriture journalistique. On est plutôt focalisé sur la presse écrite aujourd'hui et également sur l'écriture pour le web, pour des sites internet. Mon nom est Serge Carrel, je travaille à la fois comme journaliste, j'ai aussi une formation pastorale et puis j'essaye depuis de nombreuses années maintenant d'être actif dans toutes sortes de médias. J'ai été responsable d'un journal d'église, j'ai été responsable d'un site internet, j'ai travaillé pour la radio de service public en Suisse dans le cadre des émissions religieuses, j'ai aussi fait de la TV. Donc voilà, j'ai une expérience assez large de ce que sont les activités journalistiques aujourd'hui et c'est un plaisir pour moi de partager quelques éléments de mon expérience tout en m'appuyant sur un livre remarquable qui s'intitule Manuel de journalisme et qui est signé Yves Agnès. Donc aujourd'hui, on va parler de l'habillage d'un article. Alors, vous le savez, lorsqu'on prend un journal, j'ai pris ici un journal de référence, Le Temps, en Suisse romande. Ce qui est intéressant de voir lorsqu'on ouvre un journal, c'est de réaliser qu'il y a finalement toute une série d'entrées possibles dans un article. Il y a un habillage qui est là pour encourager à la lecture. Alors, je vous propose de goûter un peu à cette manière d'emballer les articles en réfléchissant un peu à la multiplication des entrées possibles pour inciter le lecteur à lire ce que vous avez écrit, ce que vous avez rédigé. Je vous propose un petit exercice pratique pour ouvrir cette formation. Peut-être que vous avez un article un peu brut que vous avez rédigé ces derniers temps. Peut-être que vous avez aussi des activités de secrétaire de rédaction pour un magazine ou pour un site internet. Et vous recevez cet article un peu brut de décoffrage de la part de quelqu'un qui collabore avec votre rédaction. Je vous propose de prendre cet article et puis d'essayer de voir comment est-ce que vous pourriez multiplier les entrées pour quelque part inciter à la lecture de ce papier. Je vous donne quelques instants maintenant de réflexion. Prenez cet article, prenez ce texte, essayez un peu de voir comment multiplier de telles entrées. Voilà, on reprend après ce petit exercice pratique. Ce qui est intéressant, et il y a une sorte de principe central pour toute personne qui, quelque part, officie comme secrétaire de rédaction dans le cadre d'une équipe en lien avec un journal ou un site web, c'est le principe que plus il y a d'entrées dans un article, plus il y a de chances que cette contribution soit lue. Alors c'est intéressant, là, si on reprend le temps, par exemple, d'ouvrir et de regarder qu'il y a toujours un titre, il y a, voilà, ici ils mettent, moi j'appellerais ça chapeau, mais ils mettent, voilà, 2 lignes où quelque part on peut entrer dans l'article en découvrant une sorte de résumé de ce qu'il est. Il y a la signature, hein, c'est toujours important de savoir qui écrit un papier. Si on connaît le journaliste en question, peut-être que si on l'a en haute estime, c'est un article qu'on va lire à tous les coups. Il y a bien entendu une photo, il y a une légende. Là, il y a la possibilité aussi de se rapporter à un site internet en lien avec la problématique. Par exemple, ici, on voit une interview, donc les questions sont mises en gras, il y a une petite fenêtre, il y a sous la photo de l'interviewé, il y a aussi une autre petite fenêtre. Donc, vous voyez que lorsqu'on est dans cette fonction de mettre en valeur ce qui a été écrit par quelqu'un d'autre, il y a tout un habillage à tenter de promouvoir, à tenter de mettre en avant afin de valoriser, afin de favoriser la lecture du papier. Alors, premier élément, on va un peu les prendre systématiquement les uns après les autres. Premier élément à mettre en avant, c'est le titre. Comme l'enseigne d'un commerçant, comme un signal routier, le titre a 2 fonctions principales. Tout d'abord, attirer l'attention et puis, deuxièmement, délivrer un message. Si pour vendre du pain, le boulanger peut se contenter d'annoncer « boulangerie », les titres de journaux doivent toujours être différents.
Et là, c'est important d'avoir cela à l'esprit. Il n'y a pas de titre passe-partout. On le dit de manière très commune, et j'aime bien le dire avec les gens, aux gens avec lesquels je travaille, c'est que finalement, un titre, ce n'est valable qu'une fois. Un titre n'est utilisable qu'une seule fois, même si l'actualité se répète. Donc, un titre, pour être bon, à mon sens, doit être court, parce que voilà, les titres, même si pour Internet, on peut les étendre un peu, ça permet peut-être au moteur de recherche d'arriver à repérer certains mots et de se signaler en tant que rédacteur d'un article auprès de Madame Google. Donc, mais j'entends de manière générale, en presse écrite, un titre doit être court. Et puis, deuxième élément important, il doit être unique. Et pour montrer l'importance de ce qu'on appelle communément la titraille, une petite anecdote. Lorsque je suivais ma formation journalistique à Lausanne, en son temps, on a eu l'occasion d'avoir un journaliste qui venait expressément depuis Paris pour travailler avec un magazine qui a aujourd'hui disparu en Suisse romande qui s'appelait l'Hebdo. Et ce monsieur venait le lundi pour travailler la titraille du magazine, pour travailler les titres. Il avait un esprit particulièrement alerte et agile et il arrivait à trouver des formules qui, quelque part, avaient une fonction incitative marquée auprès du lecteur en vue de favoriser la lecture des papiers. Donc, en matière de titres, vous avez deux aspects ou deux dynamiques, le titre informatif et le titre incitatif. C'est un peu une formule incitatif et informatif ou informatif et incitatif que l'on retrouve régulièrement par rapport à toutes sortes de manières d'habiller un article. Le titre informatif, eh bien, c'est le type de titre qui est fait pour donner au lecteur l'essentiel d'une information. Voici un exemple de titre à propos d'une entreprise spécialisée dans le chapeau, dont les ventes reprennent. Un titre, reprise de l'activité dans l'industrie chapelière. Alors, c'est quelque chose d'assez ordinaire. C'est un titre, il n'y a même pas de verbe, donc il est peu dynamique. Il n'y a que des mots. On pourrait finalement le dynamiser un petit peu en proposant « La mode ranime l'industrie du chapeau ». En tout cas, à titre personnel, dans les titres, j'aime bien quand il y a un verbe, si possible, au présent, parce que ça donne un souffle, ça donne une dynamique et ça incite davantage à la lecture du papier. À côté de ce titre informatif, il y a la possibilité de recourir à un titre incitatif ou à un titre formule. Le titre incitatif, alors, il est moins destiné à mettre en avant le message même, le message essentiel de l'article. Son but est d'user d'une formule frappante qui emporte la curiosité du lecteur et donc qui entraîne de l'intérêt de son côté en vue de la lecture. Il s'agit de surprendre le lecteur, de l'intriguer, parfois de le faire sourire, parfois même de le faire franchement rire. Le titre incitatif doit cependant exprimer fidèlement le contenu de l'article. Alors il existe des titres célèbres, notamment celui de l'écrivain Émile Zola par rapport à l'affaire Dreyfus, « J'accuse ». L'avantage de ce titre, c'est qu'il est court et qu'il frappe les esprits et qu'il a marqué l'histoire de manière assez décisive en francophonie notamment. L'inconvénient, c'est qu'il est peu informatif, il révèle peu le contenu du papier qui suit. Dans les quotidiens, il est toujours associé à un surtitre ou à un sous-titre informatif. Alors, voici deux exemples qui reprennent le mieux ce dont on a parlé tout à l'heure en lien avec une reprise de l'activité dans l'industrie du chapeau, dans l'industrie chapelière. Un titre incitatif, l'industrie retravaille du chapeau. C'est pas mal, c'est joli, du chapeau, de la tête. Voilà, on voit un petit peu l'allusion, on voit un petit peu le jeu de mots qui est mis là, où la mode fait retravailler le chapeau. Un deuxième titre incitatif. Et c'est vrai que voilà, ça donne peut-être davantage envie de lire un article qui, a priori, ne nous intéresserait pas nécessairement. Un petit exercice pratique maintenant par rapport au titre. Je vous propose de prendre un journal, comme par exemple Le Temps ou un autre, et de faire une analyse comparative de l'habillage. Et puis de répondre aux questions suivantes. Au premier regard, qu'est-ce qui attire mon regard dans
la mise en page de ce journal? Au premier coup d'œil, qu'est-ce qui attire le regard? Deuxième question, qu'est-ce qui facilite ou empêche la lecture de ce journal? Et troisième question, qu'est-ce qui rend la mise en page attrayante? Alors j'espère que vous avez un quotidien sous la main et que vous pouvez reprendre ces trois questions. Au premier coup d'œil, qu'est-ce qui attire le regard? Deuxième question, qu'est-ce qui facilite ou empêche la lecture de ces journaux? Et troisième question, qu'est-ce qui rend la mise en page particulièrement attrayante? Donc je vous invite à prendre quelques instants et à regarder votre quotidien ou votre journal d'église peut-être aussi et à voir comment répondre à de telles questions. Voilà, à vous de jouer maintenant. On reprend. Alors, on a eu l'occasion là de voir la question du titre. Je vous invite maintenant à reprendre un deuxième élément de l'habillage. C'est la question de ce qu'on appelle le chapeau. Le chapeau, c'est un peu ce qui, si on prend le journal Le Temps, c'est ce qu'on pourrait voir ici entre le titre et le corps de l'article. Alors, il y a des chapeaux plus ou moins brefs. Voilà, ici, on voit un chapeau un peu plus développé. J'aime bien, moi, en tout cas, dans la mise en page d'un journal, essayer d'avoir un chapeau un peu conséquent qui, finalement, fait office un peu de bande-annonce de ce que renferme le corps de l'article. Il apparaît donc le chapeau en général sous la titraille, dans un corps de caractère et une justification différente de ceux du texte même de l'article. On voit dans Le Temps, les chapeaux sont en gras et souvent dans une police beaucoup plus grande que le corps du texte. Et là, à nouveau, il peut y avoir deux types de chapeaux, deux types de promotion de l'article, si on veut. Le chapeau informatif, qui résume l'information et le message essentiel que contient l'article, et un chapeau incitatif, qui joue le rôle vraiment de bande-annonce, de teaser pour l'article. Il s'agit d'indiquer, bien entendu, le thème de l'article, du corps de l'article, mais en même temps, ça en donne quelques échantillons propres à mettre le lecteur en appétit et à l'inciter, bien entendu, à la lecture. Il importe de rédiger un chapeau chaque fois que la longueur de l'article justifie. Donc c'est vrai qu'on ne va pas faire de chapeau pour une brève. Ce serait complètement inutile et ce serait à double emploi. Il n'est pas nécessaire de rédiger non plus un chapeau d'une vingtaine de lignes, qui soit une tartine presque aussi longue qu'un article ou qui fasse le tiers d'un article. Donc là, il s'agit aussi d'avoir un peu la mesure chaque fois des propos et de s'en tenir à ce que l'article occupera comme place, au sein d'un journal. Ce qui est intéressant, c'est aussi au niveau de la rédaction de rédiger le chapeau non pas en ouverture, mais en finale. C'est-à-dire une fois que le papier a vraiment été effectué. Et on peut se dire que c'est le job un peu du secrétaire de rédaction qui a un regard un peu externe. Ce n'est pas lui-même qui a rédigé le papier, il vient après, il collecte tous les articles qui doivent paraître dans un journal, et c'est lui qui peut, quelque part, faire le mieux la promotion via un chapeau de l'article qu'il a reçu. J'aime aussi à dire que le chapeau n'est pas le premier paragraphe d'un article. Il s'agit d'un élément rédactionnel autonome rédigé après le papier lui-même. Alors là, il y a différentes manières de procéder. C'est vrai qu'aujourd'hui, par gain de temps, j'imagine, beaucoup de gens font du premier paragraphe le chapeau de l'article. Mais je trouve que c'est un peu dommageable parce que finalement, peut-être qu'il y a de la créativité à essayer de réaliser aussi dans la rédaction de chapeaux. Voilà, troisième élément de l'habillage d'un article, c'est l'accroche. Dans la perspective de multiplier les entrées possibles dans un article, l'accroche, c'est un peu une sorte de fenêtre dans l'article qui est mis en page et qui contient une phrase. Et on pourrait imaginer là que si on reprend la mise en page du journal Le Temps, que finalement, ici, quand on a ce titre, Berne toujours confiante dans sa droite, eh bien, élection, les Bernois
ne veulent pas de changement au sein de leur gouvernement, ils ont sans grande surprise redonné leur faveur au camp bourgeois, préférant la centriste Astrid Bertschi au socialiste Éric Fehr. On a là une sorte d'accroche qui incite pour les personnes intéressées à la politique du canton de Berne à lire la suite de l'article. Le but de cette forme de mise en page est vraiment d'intriguer le lecteur, de le surprendre, de l'étonner, de piquer sa curiosité, afin qu'il se lance dans la lecture de l'article écrit en plus petit et qui demande toujours de l'effort supplémentaire. Ce qui est aussi intéressant au niveau de l'habillage, c'est l'élément intertitre. Si vous regardez un peu dans le temps, les gros articles en général sont émaillés de petites formules d'intertitres en gras, mis dans une police plus grande. Ça permet quelque part de ne pas avoir des immenses tartines de texte interminables qui, au premier regard, dissuaderaient le lecteur tant sa tâche de lecture s'avérera compliquée. Donc l'intertitre est une fenêtre qui permet au lecteur de jeter un coup d'œil en passant sur l'intérieur de l'article. L'intertitre n'est pas un résumé des paragraphes qui suivent, sa fonction est purement incitative. C'est une sorte de petite fenêtre qui est là pour encourager à la lecture. Et là, les intertitres qui frappent l'esprit, qui sont concrets, qui éveillent la curiosité du lecteur sont bien entendu de mise et sont de bons intertitres qu'il interprète de valoriser. Et puis là, essayez, lorsque vous êtes secrétaire de rédaction ou lorsque vous préparez ou vous finalisez votre propre article, essayez de ne pas utiliser des formules passe-partout du style des problèmes difficiles en guise d'intertitre ou la situation actuelle. Essayez d'être un petit peu plus focalisé, plus concret et de valoriser quelque part des intertitres qui inciteront à la lecture, qui donneront aussi un avant-goût de ce que vous avez à lire dans le corps de l'article. Voilà, ça fait partie de cette stratégie de multiplier les fenêtres, les entrées possibles en vue de la lecture. Et ça, c'est aussi important à valoriser. Autre élément dans l'habillage d'un article qu'il importe de soigner, c'est le début et la fin, l'attaque et la chute, comme on dit, l'attaque d'un papier, le début, et la chute, la fin, ce qui vient comme dernière pensée qu'on va laisser au lecteur qui nous aura suivis jusque-là. Donc, le premier et le dernier paragraphe de l'article relèvent de l'habillage. C'est important pour un secrétaire de rédaction d'avoir ça à l'esprit. Souvent, par habitude, on commence un article par un ou deux paragraphes qui véhiculent des généralités. En fait, il faut laisser cela aller, mais en final, lorsqu'on le rédige, en final, c'est important, ça fait partie quelque part du processus de rédaction. On met peut-être quelques banalités en ouverture, mais lorsqu'on a l'occasion en tant que journaliste, rédacteur du papier, de reprendre les choses, une fois que son article est écrit, c'est important de reprendre cela et de se demander comment est-ce que je vais pouvoir dynamiser tant ce début que cette fin. Alors pour un papier informatif court, l'attaque la plus simple consiste à reprendre le message essentiel de l'article et à le mettre en tête. Cela correspond à ce qui devrait se faire dans une brève. On ne dispose que de quelques lignes, donc voilà, on va mettre l'essentiel tout en tête. Les dépêches d'agence se présentent aussi avec l'info en tête en guise d'attaque. Pour un papier informatif plus long, normalement, le message essentiel a été présenté dans le chapeau et pour éviter un effet de répétition gênant, il est possible d'attaquer l'article par un gros plan, par exemple, sur un détail frappant qui a la capacité d'accrocher le lecteur. La phrase d'attaque peut aussi être une citation forte qui a été émise par l'une des personnes interviewées en lien avec la thématique. Ça, c'est quelque chose que j'aime assez faire. Essayer de trouver quelques mots, une phrase, deux phrases au maximum, particulièrement saillantes d'une personne que vous avez interviewée en lien avec l'article, et de la balancer, de la mettre au début. Cela permet vraiment d'entrer dans le corps du sujet, dans le vif du sujet, avec quelque chose de fort, avec une phrase d'attaque qui vraiment aura tout son effet sur le lecteur et qui quelque part valorisera aussi dans l'immédiat une personne que vous avez eu l'occasion de rencontrer. En fait,
Les mêmes recettes valent pour le paragraphe ou la phrase de chute d'un article. Il s'agit là d'une touche finale sur laquelle on s'arrête et qui laisse un goût fort dans l'esprit, dans la tête du lecteur, pour autant qu'elle ait été un peu travaillée, qu'elle ait été un peu réfléchie. Il ne doit jamais s'agir d'une conclusion qui viendrait dire au lecteur ce qu'il doit retenir de l'article, une sorte de résumé, voilà, en une phrase, de l'intégralité du propos. Il s'agit plutôt de faire rebondir l'article, d'ouvrir à quelque chose d'autre, peut-être à une suite qui devrait intervenir durant les jours qui viennent, peut-être aussi un objet de réflexion à reprendre et à offrir au lecteur. La chute peut donc être l'occasion d'élargir l'angle étroit dans lequel s'est maintenu un article. On peut par exemple ouvrir à un autre aspect du problème. C'est aussi parfois l'occasion de nuancer quelque peu un message qui s'est révélé au fil de l'article, parfois très catégorique et peut-être un peu trop. C'est l'occasion finalement peut-être de relativiser un peu certaines choses et de mettre le tout en perspective. Dans cette dynamique d'habillage d'un article, il y a un autre élément qui est important, c'est la photo et sa légende. La photo, une photo bien choisie, pas simplement une photo systématiquement tirée des banques de données, mais une photo qui concerne de manière directe l'article, c'est toujours important. Dans les journaux d'église auxquels j'ai travaillé, essayer de valoriser des personnes qui ont été clés dans le processus décisionnel ou dans la réflexion en lien avec une thématique, c'est quelque chose d'important. Et ce qui vient en lien avec cette photo, c'est la légende. Et une légende bien choisie va aussi constituer l'occasion d'entrer dans un papier et va permettre au lecteur de s'intéresser peut-être davantage à la thématique qui est développée dans l'article. Il y a aussi là deux types de légendes, les légendes informatives et les légendes incitatives. Dernier volet que nous allons prendre maintenant pour faciliter la lecture au niveau de l'habillage d'un article, c'est la possibilité d'utiliser un encadré. L'encadré, lorsqu'on travaille avec des gens qui n'ont pas nécessairement de formation journalistique, c'est peut-être un outil à utiliser lorsque les gens n'ont pas gardé, ou les rédacteurs n'ont pas gardé une sorte d'unité thématique au sein d'un article, mais finalement se sont répandus dans d'autres aspects plus connexes. On peut extraire les paragraphes qui concernent cette réalité plus connexe et en faire un encadré avec la possibilité d'une ouverture autre et différente au sein de l'article. C'est aussi une manière quelque part de valoriser ce qu'a rédigé la personne, mais aussi peut-être, via un titre bien choisi, d'offrir une porte d'entrée au contenu d'un article via un texte qui concerne par exemple plus la réalité géographique ou historique d'un sujet. Je pense à un ami qui rédigeait régulièrement des nouvelles sur des personnes qui vivaient à l'étranger et qui avaient une activité humanitaire. Il aimait bien présenter la situation du pays et souvent ça n'avait pas directement quelque chose à voir avec le corps du papier, mais c'était l'occasion d'extraire ces deux paragraphes concernant cette réalité et de les mettre en encadré et d'avoir ainsi une sorte d'ouverture pour certains, générale sur la situation du pays, et après de s'intéresser plus directement à ce que l'article développait en tant que tel. En encadré, c'est aussi la possibilité finalement d'avoir peut-être une courte interview d'une des personnes qui intervient dans l'article. C'est aussi peut-être l'occasion de développer un reportage express sur quelque chose qui s'est développé et que vous tenez à mettre en avant. Voilà, autant d'éléments qui ont leur place dans le corps d'un article et qui amènent davantage d'incitations, qui sont là pour vraiment encourager tout lecteur à se plonger dans l'effort que constitue toujours la lecture d'un article. Alors, en finale, j'aimerais vous proposer un exercice pratique. Reprenez un article que vous avez reçu, ou bien un article même que vous auriez déjà publié, et essayez de réfléchir à la manière de travailler davantage son habillage à partir des différentes possibilités
que j'ai évoqués. Je vous les rappelle. Donc, le titre, ensuite le chapeau, ensuite l'accroche, ensuite l'intertitre, ensuite le début et la fin, l'attaque et la chute, ensuite, en finale, la photo et la légende, ainsi que l'encadré. Voilà, merci de votre intérêt pour ce troisième volet de formation à l'écriture journalistique, plutôt presse écrite, plutôt web. J'espère que tout cela vous aura intéressé. Je vous rappelle, la Bible du journalisme dans le monde francophone, ce livre de Yves Agnès, Manuel de journalisme, l'écrit et le numérique, un livre paru aux éditions La Découverte à Paris, un excellent ouvrage qui renouvelle constamment toute personne intéressée à améliorer ses compétences professionnelles en matière journalistique. Voilà, merci de votre intérêt, bonne suite à vous et au plaisir de vous retrouver.